Votre honneur, Monsieur le Président, c'est Maître Patrick Mouzembe du barreau de Kinshasa-Gombe. Sire abondamment à ce que venait de dire l'estimé confrère qui vient de me précéder, je vais devoir aborder la prévention de la corruption. Nous avons ici suivi avec une attention très soutenue la plaidoirie de la partie civile ainsi que le réquisitoire du ministère public tendant à faire croire à l'auguste tribunal qu'il y aurait corruption pour la simple raison que M. Sami Djamal aurait octroyé à mademoiselle Soraya Piana une concession et à M. Massaro une autre concession pour obtenir le marché public. Ici, je reste dans les contrats judiciaires qui lient votre auguste tribunal au parti. Et les contrats judiciaires dit expressis verbis ce qui suit. Que M. Sami Djamal aurait corrompu par intermédiaire, par personne interposée, M. Kamere pour obtenir le marché des maisons préfabriquées. D'abord de 1500 et puis de l'ordre de 3000 maisons. Mais votre honneur, Monsieur le Président, vous remarquerez ici que les dates qui se trouvent être dans le contrat judiciaire jouera un rôle très important. En ceci que, pour Madame Soraya, la concession a été octroyée en date du 23 janvier 2019. Et à cette date-là, vous remarquerez que, ou vous serez d'accord avec moi, que M. Kamere n'était pas encore directeur du cabinet du chef de l'État. Ainsi, il est pratiquement impossible de dire que M. Djamal aurait octroyé cette concession pour obtenir un marché public. À moins que l'on me dise ici que M. Djamal est de la lignée de Nostradamus qui sait prédire l'avenir. Pour ce qui est de M. Soraya, alors que M. Djamal a déjà obtenu le marché et même obtenu paiement pour ce travail, le 25 avril, il aurait acheté toujours par personne intermédiaire, une maison à M. Kamere, et tout ça pour avoir un marché qu'il a déjà préalablement gagné. Vous remarquerez que c'est encore de l'impossible. On ne peut pas chercher à gagner un marché qu'on a déjà gagné et qu'on a déjà reçu paiement. Ainsi, vous direz, en fait, comme en droit, cette infraction de corruption non établie. Et vous ferez œuvre utile, j'ai dit. Oui, c'est fini. Oui, Monsieur le Président, nous avons voulu surenchérir sur certains éléments qui n'ont pas été abordés par les confrères qui m'ont précédé. Et en revenant notamment sur la question du détournement, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement et
Je n'évoquais que les éléments les plus importants. Par rapport au détournement des deniers publics, il a été évoqué que M. Jamal, par l'entremise de la société Samibo, aurait détourné la somme de 48 831 148 en coactivité avec M. Kamel. Nous avons juste voulu relever le fait que nous avions un souci d'ordre juridique dans la mesure où il a été réclamé la somme de 48 148 $. Et lorsque le ministère public évoque le montant de 48 millions qui ont été détournés, il n'évoque que la commande. D'où l'intérêt de la partie Samibo, de la partie Jamal, qui est gérant de la société Samibo, qui avait évoqué le besoin d'une descente sur les lieux. Mais nous sommes contents, comme vous êtes édifiés, dans la mesure où, par votre clairvoyance, je suppose que vous êtes d'accord avec nous qu'il existe des maisons préfabriquées qui ont été érigées, non seulement sur le terrain du camp Tchachi, et effectivement à l'intérieur du pays. Alors nous nous posons la question, par quel intérêt le ministère public n'a-t-il pas eu l'idée de pouvoir évaluer toutes les dépenses qu'avait effectuées M. Samibo pour ne retenir que les 48. À partir de ce moment, ce précepte-là pose problème. Et lorsqu'il parle du détournement, il parle de leur... Il considère que M. Samibo serait co-auteur. Mais lorsqu'il se met à expliquer, c'est ce qui nous a laissé sur notre soif, il donne des éléments de la complicité, alors qu'il lit des éléments de la coactivité. Alors ça nous laisse un peu perplexes et nous avons voulu réfléchir ensemble avec les parties qui sont présentes. Comment peut-on considérer M. Jamal comme étant un co-auteur lorsqu'il n'est pas fonctionnaire? Et lorsqu'on évoque les éléments de la coactivité qu'a lu le ministère public. Nous avons considéré d'autre part que M. Jamal ne peut pas être un co-auteur pour la simple raison que c'est un commerçant qui fait son travail, c'est lui du commerce. Que, à ce propos, la loi est assez explicite par rapport aux éléments constitutifs d'un détournement de deniers publics et dans ces conditions. Et parmi les conditions, il estime qu'il faut y une détention préalable des biens détournés. Là, cet élément pose un problème. M. Jamal est un commerçant. Il reçoit paiement de 57 millions de $. Peut-on considérer que c'est de l'argent qu'on lui a donné pour détenir ou pour exécuter un contrat? À partir du moment où cet argent est considéré comme la suite d'un contrat signé et que celui-ci a pour obligation d'exécuter un contrat, nous nous posons la question, dans quel sens celui-ci peut-il être considéré comme un co-auteur? Parce qu'il n'a aucun pouvoir de coaction, parce que nous voyons les personnes qui ont sorti l'argent, les personnes qui ont décidé d'être en liberté, personnes qui auraient pu être considérées comme étant des co-auteurs. Et nous disons de notre part que celui-ci est un commerçant. On nous pose la question de savoir quel pourrait être l'acte incriminé comme élément à ajouter par rapport à la question de la détention préalable des biens détournés. On nous dit qu'il faudrait que l'argent qui a été décaissé ait été décaissé entre les mains d'un fonctionnaire. Que cet argent soit détourné à un usage ou à une fin qui ne leur a été pas assigné par le pouvoir public.
cela aussi pose un problème. Est-ce que peut-on considérer que l'argent ou la possession de l'argent par M. Jamal, gérant de la société Samigo, ait utilisé de l'argent à ses propres fins dans la mesure où il exécutait un contrat? Cela pose un problème par rapport à la question de l'acte incriminé. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas à ce sujet un acte incriminé pour lequel l'argent aurait été dévié de l'objectif ultime, parce que M. Jamal a construit des maisons, il continue au travers de la société à exécuter le contrat. Donc à ce niveau, nous pouvons dire que on ne peut pas dire que le montant soi-disant de 48 millions aurait été détourné par M. Jamal. Parce que lui a reçu cet argent, a encaissé cet argent dans le seul but de pouvoir exécuter un contrat. Et il ne l'a pas pris à ses propres fins. Et à partir de ce moment, il se pose la question de l'intention criminelle qu'a évoqué le ministère public. Cette intention criminelle ne peut pas être retenue parce que M. Jamal exécute un contrat sans avoir eu à pouvoir détourner de l'argent ou à dissiper de l'argent de l'État congolais, parce qu'il a expliqué tout au long de l'instruction qu'il a fait des commandes et qu'il a payé des travailleurs, il a payé le transport des produits qui ont été commandés en Turquie. Plusieurs dépenses ont été effectuées, notamment les charges par rapport à l'étude du lieu du site. Les sociétés qui devaient fabriquer le soubassement comment on appelle ça, des fondations de différentes maisons qui auraient dû être érigées, ça veut dire que M. Jamal a exécuté un contrat en prévision de ce qui avait été retenu dans le bénéfice de l'État congolais. C'est pour ça que ça nous pose un problème de moralité, en se demandant si la partie civile devait être effectivement l'État congolais. Parce qu'en ce moment, l'État congolais qui se dit être victime et en même temps bénéficier de tous les actes que repose M. Jamal par Samibo, parce qu'aujourd'hui, l'État congolais a au moins 300 maisons érigées en ce moment. Peut-il se considérer comme étant une victime, une personne qui est bénéficiaire des biens dont elle est en train de réclamer? Donc nous considérons que l'État congolais devait être considéré comme un civilement responsable, d'autant plus qu'il y a des personnes détentrices, qui étaient détentrices et détentrices du pouvoir public, qui ont eu à poser des actes au nom de l'État congolais. Donc à ce moment, l'État congolais ne peut pas se prévaloir d'être une victime, à partir du moment où elle était au courant par ses préposés de tous les actes qui ont été posés. Donc elle devrait être considérée comme une partie civilement responsable. Et par ailleurs, en allant assez rapidement, en parlant du blanchiment des capitaux, nous avons voulu faire remarquer juste quelques éléments, de savoir l'un des éléments les plus probants par rapport au blanchiment des capitaux, c'est celui de se procurer un profit direct ou indirect. Est-ce que M. Jamal, en effectuant des divers paiements, a-t-il directement ou indirectement eu un bénéfice qu'il peut évoquer? Nous disons non, dans la mesure où tous les paiements qui ont été effectués à l'extérieur n'ont été que dans l'intérêt du gouvernement congolais pour l'acquisition des maisons préfabriquées qui devaient être érigées ici en République démocratique du Congo. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'un profit direct ou indirect de la part de M. Jamal, parce qu'il n'a fait qu'exécuter son contrat. Et à la question de savoir, parce que si on doit parler du blanchiment de capitaux, l'origine des montants doivent être délictueux. Le fait d'avoir payé M. Samibo 57 millions destinés à pouvoir exécuter un contrat, fait-il de ces montants de 57 millions
un montant issu d'un délit. Nous ne pensons pas. Parce que le gouvernement congolais a payé en connaissance de cause et dans la volonté de pouvoir exécuter un contrat. À partir de ce moment où le détournement n'existe pas encore, nous pouvons considérer à juste titre qu'on ne peut pas évoquer la question du blanchiment des capitaux parce que l'origine délictueuse n'existe pas. Et en allant rapidement, en parlant de la corruption qui a été reprochée à M. Jamal, il lui a été évoqué la corruption à partir d'une session qu'il aurait effectuée. Il l'a précisé à M. Massaro en date du 23 juin 2019. Bon, pour ne pas revenir sur tout ce qui avait été dit, en allant rapidement, nous allons parler de la notion du pacte de corruption qu'a évoqué mes confrères qui m'ont précédé, en sachant qu'il se pose un sérieux problème parce que on ne peut pas parler de corruption si la notion de pacte de corruption n'a pas été évoquée effectivement. Et la notion de pacte de corruption stipule que cette notion de l'infraction de corruption doit être caractérisée, ne peut pas être caractérisée si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer. Il ressort du constat qu'au moment où cette session a été effectuée entre M. Jamal et M. Massaro, M. Vital Kamerhe n'était pas directeur de cabinet. À partir du moment où il n'était pas directeur de cabinet, il se pose un problème par rapport à l'infraction de corruption d'un fonctionnaire ou d'un assimilé. Parce qu'en ce moment, il n'est pas encore fonctionnaire. Donc, si on peut considérer qu'il y a eu session, M. Kamerhe n'étant pas un fonctionnaire à la date du 23 janvier ou un assimilé, cette infraction ne peut pas être retenue à charge de M. Samibou. Et il se pose aussi la question de la notion de l'adhésion préalable. Cette notion est assez importante dans la mesure où elle s'imagine le fait que lorsque cette infraction se pose, il est considéré que la personne qui est corrompue doit être détentrice de ce pouvoir dont elle peut évoquer. Or, en ce moment, M. Kamerhe n'était qu'un simple citoyen comme tout le monde. À partir de ce moment où M. Kamerhe était un simple citoyen comme tout le monde, on ne peut pas retenir l'infraction de corruption du 23 janvier 2019. Et je peux sauter les autres éléments. Et la question de la corruption du 25 janvier 2019, toujours à charge de M. Jamal, où il a évoqué que le 25 avril, il aurait fait une autre session. Mais en revenant par rapport aux faits, nous avions voulu faire remarquer que cette session intervient le 25 avril 2019. M. Jamal dit avoir payé un terrain et l'avoir cédé. M. Massaro dit l'avoir acheté. Quel que soit, quand on prend le contexte. Directement, nous rentrons dans une question qui nous pose problème parce qu'à partir du moment où le ministère public qui a un problème et la partie civile qui pose un autre problème, nous constatons qu'on ne nous apporte aucune preuve des éléments évoqués, mais qu'on réfère plutôt par une réflexion considérée comme une réflexion par analogie. Alors nous posons la question de savoir, est-ce qu'en matière pénale, peut-on considérer une réflexion par analogie? Si M. Jamal cède un bien au petit frère de Kamerhe, automatiquement, ce bien doit revenir à Kamerhe. Ça, c'est une réflexion par analogie. Donc nous considérons que cette réflexion par analogie, en matière de droit, ne peut exister. Autre part, lorsque
la session s'effectue en avril 2019, M. Jamal a déjà été payé de 57 millions. Nous nous posons la question, quel serait l'intérêt de M. Jamal qui a 57 millions à considérer que, lorsqu'on prend les premiers éléments de poursuite qui sont les détournements, à considérer que M. Kamere a déjà 57 millions, à considérer. On ne dit pas que c'est cela. À considérer qu'il a 57 millions. Donc nous considérons que M. Kamere est un assoiffé qui, en plus de 57 millions, où il peut se payer plus de 5700 terrains pareils à celui de M. Jamal, va aller suivre un terrain de 100 000 $ qui a été donné du reste au moment où il n'avait plus aucun intérêt. Ayant déjà perçu les 57 millions et ayant déjà commencé à percevoir les 2 millions avec Ousmane, il a intérêt. Nous disons, en tant que commerçants, il y avait un contrat et l'État congolais a payé. N'en déplaise à la partie civile, au ministère public qui revient sous la notion de la validité de l'existence d'une société, parce que l'État congolais a oublié qu'en signant ou en ratifiant le code de Ouada, il connaît les conséquences d'une société qui porte en son sein des actes de nullité. Ce n'est pas veut dire que cette société n'existe pas. Même une société qui n'existe pas, qui pose des actes, elle est considérée comme une société de fait. À partir du moment où l'État congolais, avec tous les ministères de contrôle, et a pour excuse des messieurs assez courtois comme le ministre Yav, qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle, du gouverneur qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle, nous nous posons la question de savoir si, en ce moment-là, M. Jamal, pour revenir à M. Jamal, s'il avait un intérêt à pouvoir corrompre M. Kamere par un terrain de 100 000 $, alors que celui-ci avait déjà obtenu le contrat et était en pleine exécution de ce contrat. Et nous estimons par ailleurs que cela n'avait aucun intérêt. Parce que à partir de ce moment, les pactes de corruption ou l'adhésion à ce contrat ne peut être retenu, ni encore l'adhésion préalable ne peut être considérée comme ayant été à la base même de la corruption. Et pour terminer, assez rapidement, pour ne pas abuser du temps, alors pour terminer, nous avions juste voulu rappeler assez rapidement, parce que nous avons essayé de prendre à profit les 2 heures qui nous ont été accordées. Et pour terminer, nous considérons à juste titre que les infractions qui ont été retenues à charge de M. Jamal seront considérées par le tribunal comme non établies, parce qu'à partir du moment où, lorsque on évoque le détournement de 48 millions, cela n'est fait sur aucune base de calcul qui pourrait apporter votre conviction. À partir du moment où vous savez que M. Jamal a effectué des dépenses, plusieurs dépenses, a effectué des achats pour lesquels même les éléments ont été évoqués et par le ministère public et par la partie civile. Oui, vous allez perdre. Oui. Vous direz des infractions non établies à sa charge et vous en acquitterez de toute poursuite et vous le libérez, parce que M. Jamal n'est qu'une personne qui a, par entremise des sociétés, voulu rendre service à l'État congolais et en construisant les maisons préfabriquées pour lesquelles l'État congolais a donné son quitus, nous avons dit. Merci. Merci, Votre Honneur. Oui. Je tiens à rappeler que il a été évoqué par mes prédécesseurs